Flux libre avec DEKRA, numéro 1 mondial du contrôle technique de véhicules depuis plus de 100 ans. Parce que les Français aimeront toujours l'automobile, le Salon automobile de Lyon présente Flux libre, le podcast. Bonjour et bienvenue dans le 10e épisode de Flux libre. Et oui, déjà le 10e. On s'est concocté un très beau programme de nouveau aujourd'hui. On va parler de la renaissance des voitures populaires. Alexandre Lenoir, lui, prend le volant de la toute nouvelle Peugeot 408 hybride. Il va tout nous dire. Et je recevrai Stéphane Magnien, directeur de Suzuki France, pour nous parler de l'actualité de Suzuki et leur première voiture 100% électrique. Et puis on terminera, comme on aime, avec une escapade. Et cette fois-ci, je vous emmène en Corse, direction La Roya, à Saint-Florent. Vous allez voir, ça fait du bien. Tout ceci est coproduit et réalisé avec Ludovic Tichit. Alors je vous propose de vous installer confortablement. C'est parti. Flux libre avec DEKRA. Le marché automobile en flux libre et sans tabou. Feuille de route. Aujourd'hui, on va ouvrir notre dossier feuille de route. Et quelle feuille de route? Nous allons parler de ces voitures qui sont nées il y a 40, 50, parfois 60 ans, qui ont marqué une génération entière et qui sont de retour sur nos routes, dans nos rues, dans nos garages. On va parler de la R5, de la Mini, de la Fiat 500, d'autres voitures. Mais on va en parler surtout avec mes deux amoureux et spécialistes. Jean-Luc Moreau, bonjour. Bonjour, Dame Laurence. Et tu sais que chez nous, dans On parle auto, puisqu'on se retrouve tous les samedis matins sur Sud Radio, on parle souvent de voitures collection. Ouais, complètement. Nous avons Nicolas Meunier également avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurence. Alors vous êtes journaliste automobile à Challenge. Oui. Vous êtes ingénieur de formation, dis donc. Aussi, oui. Ah, il a mal tourné. Et auteur notamment de voitures de toujours. Voilà, on est pile dans le thème sur ces voitures mythiques et populaires. Alors on va commencer par une question de fond, si vous le voulez bien tous les deux. Et d'ailleurs, merci d'être avec nous dans Flux libre. On voit fleurir ces résurrections depuis à peu près une vingtaine d'années. Si je vous donne quelques dates, Mini en 2001, Fiat 500 en 2007, R5 en 2024. C'est quoi le moteur de ce phénomène? Qui a envie d'en parler? Nicolas, tiens. Moteur de ce phénomène, je pense que c'est la nostalgie. On s'est aperçu d'une part qu'il y a des modèles dont la lignée n'a jamais été interrompue, comme la Porsche 911, qui gardent leur silhouette et qui gardent leurs aficionados, et d'autres qui ont arrêté leurs modèles les plus populaires. On a cité par exemple la Fiat 500, la R5. Tout ça, ça joue sur la nostalgie. On s'aperçoit que finalement, en adoptant un look rétro qui suscite l'envie auprès d'une clientèle, on va dire un peu âgée, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'âge moyen d'un acheteur de voiture, 55,3 ans, et ça augmente sans cesse, c'est-à-dire les gens qui achètent des voitures neuves sont de plus en plus âgés, donc forcément quand on joue sur le néo-rétro, on touche leur fibre nostalgique. Voilà, et du coup ça marche parce que malgré une silhouette ronde, ça coûte pas plus cher qu'une silhouette carrée ou qu'une silhouette futuriste. Et il n'y a pas forcément moins de place à l'intérieur, donc on ne sacrifie pas les aspects pratiques. Et puis il y a un côté marketing. La voiture plus chère. Voilà. Il y a aussi un côté marketing. On n'est pas au pays des bisounours totalement. Non, clairement pas. Alors évidemment, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous proposer tous les deux, c'est de vous amuser. Et on va commencer avec toi, Jean-Luc. La résurrection qui, toi, t'a marqué le plus? Alors la première historiquement de cette ligne de revival, pour parler bien français, c'est la Volkswagen New Beetle. Et j'étais au salon de Détroit en 1994. Bon, j'étais tout petit, j'avais 5-6 ans, voilà, donc je travaillais pour Turbo à l'époque. Et donc est apparu ce concept, il s'appelait le Concept One. En fait, les mecs qui avaient fait ça, ils voulaient juste se faire plaisir, parce que la coccinelle aux États-Unis, c'était tellement une légende qu'on leur a demandé un concept car pour le salon. Ils ont dit tiens, on va faire une New Beetle, puisqu'elle s'appelait Beetle aux États-Unis. Donc ils ont fait ce concept. La presse a été enthousiaste. Moi, le premier, je me souviens dans le sujet que j'avais fait pour Turbo, j'avais dit que c'était formidable, qu'il faudrait absolument qu'ils fassent ce modèle-là. Tout le monde a embrayé là-dessus, à tel point que, comme c'était partout dans la presse, les clients sont allés chez les concessionnaires en disant on veut commander ce truc-là. Les mecs ont dit mais ça n'existe pas. Et c'est là que Volkswagen s'est dit c'est peut-être pas bête de faire cette voiture. Alors ça a pris un peu de temps, elle est sortie qu'en 98, parce qu'il a fallu industrialiser ce qui au départ n'était juste qu'un dessin. On avait fait un concept, un vrai concept, et ils l'ont industrialisé en servant comme base de la Volkswagen Golf. Gros succès. Et un gros succès. On a un chiffre à donner
sur la New Alors, Beetle? je sais pas combien de centaines de milliers de New Beetle ont Ils ont été été produits. vendus. Elle était fabriquée, elle n'était pas très chère en plus, c'était fabriqué au Mexique dans l'usine de Puebla. Et il y a eu plusieurs générations Et c'est après. fini là maintenant. Alors oui, c'est ça fini. y est, c'est fini. Ça Donc c'est fini. Mais c'était c'est- la première d'une Qui longue t'a série. marqué Voilà. Nicolas, c'est celle qui t'a marqué le plus, toi? Moi, je vais faire tout récent. Ça va être la Twingo qui est en train de sortir. Parce que Et moi d'ailleurs, aussi, le pull vert Vert. de Mais là, la on le couleur voit de la pas. Twingo. Voilà. On le voit pas. Et j'avais 7 ans, moi, quand la Twingo est sortie. Donc, c'est là que je me rends compte que je suis en train de passer de l'autre côté de la barrière aussi. Et pour moi, la nostalgie, c'est la Twingo. Et c'est, je dirais, une des premières fois, si ce n'est la première fois, qu'un constructeur ose faire référence à un modèle aussi récent. Parce que c'est un modèle qui a aujourd'hui 34 ans, si je ne m'abuse. Et c'est 92, je Ouais. crois. Ouais, 92, c'est ça. 93 sorti en concession, mais présentation 92. Voilà, et aujourd'hui, la plupart des modèles se retournent vers les années 60, un petit peu les années 70, mais jamais aussi récents. Mais alors, il y a une particularité en plus sur la Twingo, c'est qu'elle est très proche en termes de design de la Twingo d'origine, alors que la R5 a un petit peu changé, ou la R4 également. C'est ça, plus on est proche en temps, plus, moins le volume, le style, les détails sont démodés, plus on peut faire le calque. On a à l'autre extrémité du spectre Koenigsegg qui a lancé il y a 2 ans la CC 850, donc c'est une voiture ultra sportive à 2 ou 3 millions d'euros, qui rend hommage à leur premier modèle qui est sorti 15 ou 20 ans auparavant. Et quand on place les deux voitures côte à côte, c'est vraiment 2 sœurs jumelles. Donc plus on est proche de l'inspiratrice en termes de temporalité, plus le style est proche. Alors, on a parlé de la Twingo, restons sur la Renault 5. Je sais que tu étais tombé amoureux du restyling, là. D'ailleurs, ça marche très bien. C'est la voiture électrique la plus vendue en France, mais c'est aussi pas loin d'être la voiture électrique la plus vendue en Europe. Un mot d'histoire sur sa grande sœur? C'est le style de quoi? De la R5 initiale. Ouais. La R5 initiale, c'est une légende. J'espère que Renault gagnera plus d'argent aujourd'hui avec le modèle électrique qu'il n'en perdait à l'époque avec la R5, parce qu'il perdait de l'argent à chaque fois qu'il vendait une voiture. Mais la R5, ça a été une mini-révolution. Elle était en avance sur son époque. On a tous connu la R5, même les petits jeunes. J'en prends un qui est en Nicolas face Meunier. de moi. De moins en moins, moi mais aussi. Tout le monde a connu la R5. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la sortie de la R5, ça a été... c'est pareil, c'était un concept qui avait été dessiné, qui était dans un coin au sous-sol, et le patron de Renault a dit mais c'est quoi ce truc-là? Et on a dit mais bon, il y en a, voilà, ils ont fait ça, mais faut la sortir. C'est ça que j'ai trouvé génial. Ça, c'est quand Demeo est arrivé, c'était juste après le Covid. Et ça, c'est le restyling, mais la voilà. première R5. La première R5, c'est quoi, 72? C'était 72 le lancement, et je crois que c'était Gaston Bouet, c'est à peu près, je sais pas si on peut dire que c'est son seul coup d'éclat, mais c'est un designer qui est malheureusement mort assez jeune, et qui était de personnalité un peu introvertie, et il a fait un style qui était ultra simple dans ses volumes, qui a tout de suite séduit la direction. Et à l'époque, par contre, le principal trait esthétique de la R5, c'est quand même ses boucliers en plastique, et c'était pas dans le dessin initial. Et ça a été rajouté par la suite au moment de l'évolution du projet et des techniques. Et finalement, l'association de ces lignes simples et de ces boucliers en plastique était révolutionnaire pour l'époque. Ça a fait le mythe qu'est la R5 aujourd'hui. Et grosse réussite sur le relooking et la R5. Oui, elle a bien évolué. Mais il y a un modèle magnifique qui est encore plus important, parce qu'il a carrément sauvé la marque. C'est la Fiat 500. La Fiat 500, pareil, c'est un concept car qui a été fait, je vais dire, pour s'amuser presque. Elle s'appelait la Trepiuno. Oh là, tu ne parles pas italien, toi. Essaye, Nicolas. Trepiuno. C'est ça veut dire 3 plus 1. Parce qu'il y avait 4 places, dont une petite place à l'intérieur, et elle reprenait vraiment la forme de la Nueva 500 de 1957. Et tout le monde a dit « Ah, c'est génial !» Alors, elle a été présentée, je crois que c'est en 2000 combien 2004, voilà. Ouais, je pense que c'est ça. 2004 à Genève. Et pareil, tout le monde est resté devant cette Fiat 500 en disant « Mais c'est génial, il faut la faire !» Et ils l'ont fait. Et là où c'est extraordinaire, c'est que Fiat allait très très mal. La voiture a sauvé la marque. Et surtout, dans les volumes de vente,
ils ont complètement explosé les compteurs par rapport à ce qu'ils avaient prévu au départ. Ils avaient prévu 70 000, ils sont arrivés à 210 000 par an. Waouh. Voilà. Et ils continuent de la vendre. Ouais. Et ils ont fait grandir la gamme. Elle est toujours là. Et en plus, Nicolas, c'était une poule aux œufs d'or parce que cette voiture était fabriquée sur les mêmes chaînes que la Fiat Panda qui Voilà. valait plusieurs milliers d'euros moins cher. Donc elle coûtait pas plus cher à produire. Pologne. Et donc les marges étaient phénoménales par rapport à une Panda. alors puisqu'on parle des petites, la Mini, ça aussi, la Mini. La Mini. Alors, De ce qui est chez BM. ce qui est très rigolo, alors c'est que la marque Mini appartenait au package de BMW. BMW avait racheté Rover. Ils ont revendu Rover par la suite, je crois que c'est en 2000, mais ils ont gardé Mini. Ils ont dit, on garde Mini. Et pourquoi ils ont gardé Mini ? Parce que pareil, aux États-Unis, alors dans un bureau de design qui s'appelait Designworks, qui était le bureau de design californien de BMW, on était à l'époque d'un designer que j'aimais pas du tout, qui s'appelait Chris Bangle, et je trouvais que toutes les BM étaient moches, sauf celles qui étaient faites aux États-Unis chez Designworks. Ils ont fait quoi ? Ils ont fait la BM Z8, tiens, revival de la BMW 507 des années 50, une voiture extraordinaire. Ils avaient fait le X5, donc SUV, ils avaient fait la Rolls-Royce Phantom, c'était Designworks, et ils ont fait le concept de la Mini. Et tout le monde a dit, mais c'est vachement bien ça. Et donc ils ont refait la Mini, alors qu'il n'y a plus rien de Mini par rapport à la Mini d'origine. La Mini d'origine, c'est 3 mètres de long, c'est ça. Un tout petit peu plus, mais pas beaucoup. Ouais. Et aujourd'hui ? Maintenant, les Mini les plus longues, Je crois que ça va jusqu'à 4,60 m, pour un clubman, un countryman. Nicolas, parle-moi de la Honda Prélude, parce qu'on l'a vécu également, le retour en 2026. Alors là, je pense que c'est une aubaine, parce qu'en fait, on s'aperçoit chez les constructeurs japonais ces dernières années qu'il y a beaucoup de mal à trouver des nouveaux noms. Et je pense là qu'il y a eu simplement l'envie de sortir un coupé sur la base de la Honda Civic hybride. On a regardé ce qui s'est fait par le passé dans la gamme. Il y avait un coupé qui s'appelait Prélude et on a simplement ajouté le nom sur cette nouvelle voiture, mais qui esthétiquement, pour moi, n'a rien à voir avec la première l'ancienne. Prélude. Ouais. On n'a pas les yeux qui se lèvent. Non, et d'ailleurs, il n'y a jamais eu vraiment de continuité d'une Prélude à l'autre. Autre voiture qui t'a marqué, Nico, toi, dans les néo-rétro, celles qui sont redesignées, qui sont revenues ? Alors, il y en a une qui m'a marqué, mais malheureusement, c'est pas un énorme succès. C'est la Microlino, qui est une toute petite voiture. Ouais, ça, c'est les perversions de Nicolas. Ça, c'est la battle entre Jean-Luc Moreau et Nicolas Meunier, mes invités. L'habituel. Mais pourquoi ? Parce que c'est super mignon déjà, et ça fait revivre l'Isetta, qui était une petite voiture imaginée en Italie et qui a surtout été connue par sa version fabriquée sous licence par BMW en Allemagne, qui se distinguait par sa porte qui était à l'avant. Donc c'est-à-dire avec qu'on pouvait se garer, voilà, le volant qui s'ouvre avec, on pouvait se garer face au trottoir, descendre sur le trottoir, et voilà. Donc ils ont repris le concept. Le problème, c'est que c'est pas une vraie voiture, c'est ce qu'on appelle un quadricycle lourd. Et donc, ça n'a pas le droit d'aller sur les voies rapides, pas le droit d'aller sur les autoroutes. Donc, comme ça s'adresse quand même à des gens qui ont le permis, et qu'en plus, c'est pas donné... Attention, Nicolas, on parle de plus en plus du retour des K-Cars et les constructeurs retravaillent là-dessus. Ça se trouve, elle va revenir, votre micro. Ouais, mais c'est un peu cher par rapport à la polyvalence de la voiture, c'est un peu cher. Mais cela dit, il y a pire. Parce que là, on a parlé que de trucs bien qui nous ont plu. Moi, allez, pour conclure, il nous reste 2 minutes. Tiens, la voiture la plus épouvantable que j'ai jamais essayée, c'était quand même une réédition d'une légende. La Citroën Méhari, ça a été une légende, on est tous d'accord. Ouais. Et quand Citroën a voulu sortir la e-Méhari, en fait, ils ont pris une Bolloré Blue Car et ils ont essayé de la transformer en Méhari. Ça a été un flop épouvantable. Pourquoi ? D'abord, mauvaise bagnole, technologie de batterie... catastrophique. En impasse. C'est la batterie qui s'auto-digère, c'est-à-dire qu'elle consomme plus quand elle est à l'arrêt que quand elle roule, la voiture. Donc il faut la garder branchée 24 heures sur 24. Sans compter les pannes, il fallait 10 minutes pour enlever la capote et les trucs. Voilà. Ça s'est pas vendu, et tant mieux. Mais par contre, ils ont cramé le nom de Méhari, et ça, c'est dommage. Alors, une question à tous les deux pour conclure notre dossier. Ta voiture préférée, restylisée, celle qui est de nouveau avec nous aujourd'hui ? La BM 507, mais c'est un peu plus de 10 ans, mais bon, d'accord. Voilà. Ça, c'est la voiture préférée de Jean-Luc Moreau. La Z8 qui est le revival de la 507. D'ailleurs, j'aimerais bien les deux dans un garage. Ok. Voilà. Ça, voilà, l'annonce est faite. Nicolas Meunier. Moi, je vais faire un garage à 2 revivals dans ce cas-là, avec la Twingo pour tous les jours et la Koenigsegg dont je parlais tout à l'heure là pour les balades.
Tu Oui. peux pas t'empêcher. Hein. Mais c'est pas Ah ça, non, c'est bah, parce toi que aussi, t'as fait un garage à 2 voitures, donc Oui, du mais- coup, je t'ai copié. toi, tu as fait 2 voitures, mais elles sont chères. Elle est chère, là. Il y en a une qui est pas La donnée. hein. Koenigsegg, oui. Oui. Oh, bah oui. Bon. Bon, bah, la BM de 507, La 507, c'est pas oui. donné non plus. Ouais, c'est 1 million, ça oui, va. bah voilà, moi je suis qu'à 2 ou 3. Et vous, à ce prix-là, au qui, prix Wilbur. nous écoutez, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux et sur le YouTube de Flux Libre de nous dire quel est votre revival préféré. Merci à vous deux. Merci Nicolas Meunier. Merci Laurence. On rappelle le dernier livre que tu as signé. C'est voiture d'exception, sans voiture d'exception. Il n'y a pas la Microlino, Il y a par contre. Hein. Non, mais il y a Merci le l'ami Koenigsegg. Jean-Luc. Merci, Dame Laurence. On se retrouve samedi Oui, matin, tous les sur samedis Sud matins, Radio, tous les samedis matins. de 10h à midi. Flux libre avec Decra. Voilà pour le dossier sur la renaissance des voitures populaires. C'est un sujet qui n'a pas fini de faire parler de lui. On enchaîne tout de suite avec l'essai beaucoup plus contemporain. Alexandre Lenoir, lui, a pris le volant de la nouvelle Peugeot 408 qu'il a testé pour nous. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, au banc d'essai. Aujourd'hui, on prend le volant d'un modèle un peu à part dans le paysage automobile, la Peugeot 408, dans sa version hybride 145 chevaux, fraîchement restylée. Un modèle atypique, presque difficile à classer, ni vraiment berline, ni totalement SUV, avec une silhouette fastback, comme on dit, surélevée. Et justement, c'est peut-être là que le bas blesse, car depuis son lancement en 2022, la 408 n'a jamais vraiment trouvé son public. Moins de 5000 exemplaires vendus en France l'an dernier, c'est peu quand on s'appelle Peugeot. Alors, la marque tente de relancer la machine avec un restylage, mais attention, rien de révolutionnaire. On parle ici de retouches ciblées, une face avant redessinée, des signatures lumineuses modernisées et quelques améliorations à l'intérieur. Bref, une mise à jour discrète, mais qui rend la voiture un peu plus visible et même plus audacieuse avec la nouvelle couleur vert fascinant proposée gratuitement. Sous le capot, pas de surprise non plus, cette version hybride 145 associe un petit moteur essence 3 cylindres à une hybridation légère 48 volts, une technologie déjà connue dans le groupe Stellantis. L'idée ici, ce n'est pas la performance, mais l'efficacité. Et sur les premiers kilomètres, ça fonctionne plutôt bien. Les démarrages se font souvent en électrique, surtout en ville, et la transition avec le moteur thermique est plutôt douce. C'est fluide, silencieux, agréable au quotidien, mais dès qu'on hausse le rythme, les limites apparaissent. Le moteur devient plus bruyant, les reprises manquent de punch, et la boîte de vitesse si douce en ville peine à suivre lorsqu'on demande de la réactivité. On sent clairement que cette 408 privilégie l'économie de carburant plutôt que les sensations. Et c'est un peu frustrant du coup, car le châssis lui est excellent. On retrouve le savoir-faire de Peugeot, une direction précise, un bon équilibre entre confort et dynamisme, et un comportement routier sain. Sur route sinueuse, la voiture est agréable et on aimerait justement un moteur plus volontaire pour en profiter pleinement. Côté confort, c'est globalement réussi. Les suspensions filtrent bien les imperfections, même si les grandes roues peuvent durcir un peu l'ensemble. L'insonorisation est correcte, surtout en ville, mais reste perfectible sur autoroute. Alors évidemment, cette motorisation joue sa carte sur la consommation, et Peugeot annonce un peu plus de 5 litres au 100 km. Alors dans la réalité, on tourne plutôt autour de 6 litres en conduite tranquille, et franchement, nettement plus si on accélère. Alors rien d'exceptionnel, on est loin des économies obtenues par de vraies motorisations hybrides, et c'est bien là le souci de ces petits moteurs 3 cylindres. À bord, on retrouve l'univers Peugeot avec le fameux e-cockpit, petit volant, instrumentation hauteur, un concept qui divise toujours, certains adorent, d'autres beaucoup moins. L'ergonomie est correcte, même si le système multimédia manque encore de réactivité. La qualité perçue est bonne, surtout dans la finition haut de gamme telle que la GT exclusive dans laquelle nous nous trouvons. Et le coffre fait partie des points forts, avec plus de 530 litres de volume. En revanche, l'accès aux places arrière peut être un peu compliqué à cause de la ligne de toit plongeante. Si vous faites plus d'1m70, il faudra plier la tête pour monter à bord. Côté prix, cette Peugeot 408 démarre à 38 500 €. Une offre qui la place certes bien face à des modèles plus chers, comme le Renault Rafale ou encore le BMW X2, mais nettement moins bien face à la concurrence cousine, bien plus abordable, comme la Citroën C4X. Alors au final, que vaut cette Peugeot 408 hybride 145 ? Eh bien, elle gagne clairement en cohérence avec cette motorisation plus accessible, confortable et plutôt sobre, tant qu'on ne met pas trop le pied dedans, mais elle manque encore d'un petit supplément d'âme et surtout d'un positionnement clair. Alors original, oui, convaincante, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Flux libre avec Decra. Juste après cet essai, continuons avec notre grand entretien sans filtre. Je reçois Stéphane Magnin, directeur de Suzuki France.
Le marché automobile en flux libre et sans tabou, sans filtre. Stéphane Magnien, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'activité automobile de Suzuki France. Je voudrais que l'on parle évidemment de cette actualité 2026. Stéphane, l'année a plutôt bien commencé. Oui, elle a plutôt bien commencé sur un marché qui est quand même atone. Depuis le Covid, on réalise nos objectifs depuis le début de l'année. Alors puisque vous parlez d'objectifs, un très très bon résultat pour 2024. 26 000 véhicules livrés. Comment vous expliquez cette année ce succès ? On avait un cycle produit qui était très haut, on avait le lancement de la Swift qui est notre best-seller, et donc tout a bien fonctionné en même temps. Et puis cette année c'est un peu plus difficile puisqu'on est en renouvellement de cycle produit, et notamment avec l'arrivée de e-Vitara et l'arrêt de 2 modèles phares qui étaient l'Ignis et le Jimny. On pourrait dire que l'année 2025 a été une année de transition. On a fait quand même 21 000 voitures, ce qui est plutôt bien, avec une gamme un peu réduite. Donc on est très content des résultats. Alors résultats qui sont d'ailleurs, puisqu'on va faire un tour d'horizon au niveau mondial, avec un chiffre d'affaires record à 35,6 milliards d'euros, des résultats d'exploitation qui sont en hausse de 30%. Ça relativise un peu le marché français pour la marque ? Oui, bien sûr, ça relativise même l'Europe, puisqu'on est très fort sur les marchés asiatiques, on est très fort en Inde, on est numéro 1 sur le marché indien, avec Maruti, donc c'est Suzuki Maruti. Ça fait plus d'1 800 000 ventes l'année dernière, rien que sur ce marché. Donc effectivement, on reste en croissance, et en croissance grâce à la croissance de l'ensemble de ces marchés asiatiques. On va revenir sur l'actualité qui nous permet de nous retrouver, Stéphane. Ce grand événement du début 2026, la e-Vitara. Alors, vous n'aviez jamais vendu de voiture 100% électrique en France avant ça. Comment, vous, déjà, vous vivez ce moment avec vos équipes en France ? C'est une nouvelle technologie. Toute nouvelle technologie, il faut d'abord former les gens. C'est ce qu'on a fait depuis octobre 2024. Donc, on a beaucoup anticipé sur la formation de nos forces de vente, ce qui est le plus important, parce que toute nouvelle technologie, savoir appréhender une nouvelle forme de vente, puisqu'on ne parle plus de chevaux, on parle de kilowatts. Il y a plein de choses qui changent. Ça, c'est pour les équipes. Et vous, maintenant, en tant que patron France ? C'est un nouveau challenge. On n'est pas les seuls à sortir une voiture électrique et il fallait qu'on sorte une voiture électrique qui soit en phase avec ce qu'est la marque, c'est-à-dire au plus juste prix, avec une technologie au top. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec le e-Vitara. Parlez-moi de ce e-Vitara. e-Vitara, d'abord le nom. Vitara, qui était une icône chez nous, et qui est, par son design assez robuste et efficace dans sa tenue de route et dans tout ce qui fait sa motorisation et sa nouvelle technologie. Fidèle à la marque, une déclinaison en 4 roues motrices. La e-Vitara qui propose 3 types de motorisation ? Exactement, il y a 2 batteries, 3 types de motorisation. Une pour l'entrée de gamme à avantage avec un 49 kWh et puis 2 autres finitions. Une de la batterie de 61 kWh en 2 roues motrices et une autre en 4 roues motrices avec 2 moteurs électriques. La question qui arrive derrière, c'est l'autonomie. 420, un petit peu moins en 4 roues motrices, c'est 395 km. C'est l'autonomie officielle en WLTP. On sait bien qu'on en fait un peu moins en réalité, mais c'est tout à fait suffisant pour un SUVB. C'est ce qui a été décidé pour aussi trouver le meilleur rapport qualité-prix. Pour l'avoir essayé, en termes de design, elle ne ressemble pas du tout à Vitara classique. Moi, je la trouvais très élégante, avec beaucoup de virilité. Elle est assez expressive comme voiture. Oui, c'est une voiture expressive, mais qui reprend les codes du Vitara, tout en les modernisant en fait. On peut dire ça, elle garde son côté robuste de ce qu'on veut faire des SUV, et ce qui est une Suzuki. Et en même temps, elle dit quelque chose de nouveau sur le design, en adaptant cette nouvelle technologie. Donc, elle se différencie suffisamment, sans trop se différencier du Vitara. Quand on parle de Suzuki, on parle de voitures costauds, solides, avec des technologies avancées. On le sait bien, les Japonais ne mettent rien sur les routes tant qu'ils ne sont pas totalement sûrs d'eux. Oui, c'est ça. La fiabilité, c'est quelque chose de très important. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lance une garantie jusqu'à 10 ans, qu'on a lancé il y a un peu moins de 2 mois. Le lancement de ce e-Vitara va commencer avec cette garantie jusqu'à 10 ans. Et l'ensemble de la gamme va être décliné à partir de septembre sur cette garantie 10 ans. Chaque fois que vous viendrez faire vos maintenances dans une concession Suzuki, vous bénéficierez d'un an de garantie supplémentaire jusqu'aux 10 ans de la voiture ou 200 000 km pour renforcer ce côté fiabilité qu'a la marque. Stéphane Magnien, si j'ai bien compris, si j'achète une e-Vitara ou une voiture aujourd'hui en 2026 Suzuki, j'ai 10 ans de garantie au moment de l'achat. Et si je comprends bien, si j'ai acheté une voiture il y a 3-4 ans ou il y a 5 ans et que j'ai continué à faire mes visite chez mon concessionnaire Suzuki, je peux avoir accès à cette garantie de 10 ans. Oui, tout à fait, jusqu'aux 10 ans de la voiture. Et si vous la revendez et qu'elle a cette garantie pendant 1 an, vous la revendez avec cette garantie, ça suit la voiture et pas le propriétaire.
Waouh, on en a parlé, ce rapport qualité-prix, c'est aussi une des identités de Suzuki. Vous avez tenu cette promesse sur cette voiture ? Oui, quand on regarde par rapport à la concurrence, on a tenu cette promesse puisque avec l'offre de lancement, on commence à partir de 28 500 € avec la batterie 49 kWh jusqu'à maximum toute option en 4 roues motrices 36 500 €, ce qui est compétitif. Peut-être on peut parler de ce qui semblerait être un chouille, le point faible, une recharge rapide qui plafonne à 90 kWh. C'est aujourd'hui en dessous de ce que les concurrents de l'électrique proposent. Comment vous répondez à cela ? En fait, on répond fiabilité et on veut que cette voiture dure longtemps dans le temps. Et effectivement, sur un SUV B, on considère qu'on va recharger beaucoup à la maison. Et donc, le temps de recharge sur des bornes extérieures ou quand on part pour un week-end ou en vacances sera à 10% du temps. On a choisi d'avoir plutôt de la fiabilité et des temps de recharge qui sont un peu plus élevés que la concurrence, mais qui gardent la batterie en bon fonctionnement. Et en nouvelle technologie intérieure ? La technologie intérieure, elle inaugure aussi un tout nouveau intérieur de Suzuki. On passe un cap là, avec un écran de 10,5 pouces au tableau de bord, avec un design totalement revu par rapport à ce qu'on connaît sur les Suzuki. On a 3 niveaux de finition. Ces 3 niveaux de finition, il n'y a pas d'option supplémentaire. Elle embarque tout ce qu'on connaît sur les technologies et les voitures connectées d'aujourd'hui. Combien de Vitara vous espérez vendre en France, Stéphane Magnien ? Sur cette année, c'est une année de lancement. On espère entre 1000 et 1300 voitures cette année déjà. Ça doit représenter 10% de nos ventes à partir de 2027, entre 2000 et 2500 ventes à l'année. Cette Vitara est fabriquée en Inde ? Oui, tout à fait, dans une toute nouvelle usine, Kurajat exactement, au nord-ouest de l'Inde, qui est dédiée à ce véhicule qui va être vendu dans plus de 100 pays dans le monde. Alors par contre, elle ne va pas figurer pour les véhicules qui sont éligibles au coup de pouce. C'est pour ça qu'on a décidé d'avoir un prix très attractif. On aura du CE autour de 350 €. Par contre, on ne sera pas éco-scoré, ce qu'on appelle éco-scoré, puisqu'elle n'est pas fabriquée en Europe. On a compensé ça largement avec une offre à moins 4000 € pour le lancement, en tout cas jusqu'à la fin de l'année. On va parler de sa petite sœur, mais également son aînée. La Swift, 21 ans, il y en a eu 200 000 en France, 10 millions dans le monde, ça c'est un chiffre qui claque. Oui, ça c'est le succès absolu de Suzuki. Suzuki qui était connu pour des 4x4 compacts à l'époque, et la Swift a révolutionné. On est allé sur ce marché des citadines avec un succès phénoménal de cette Swift qui a tout pour plaire et qui reste, après cette 4e génération, une des voitures les plus vendues pour la marque Suzuki. En France, on est les meilleurs d'Europe depuis une quinzaine d'années. Ce nouvel opus, on arrive l'année dernière à près de 13 000 ventes, donc c'est un des records de vente de tout lancement confondu. La meilleure année étant 2007 avec 14 000 voitures. Donc, on parle de la France là ? On parle de la France, oui. Le Français reste aussi attaché à des voitures plus petites. D'ailleurs, sa taille fait pour beaucoup, parce que les segments B et les segments B grossissent à chaque nouvelle génération. Ce n'est pas le cas de la Swift. Son poids, qui est en dessous d'une tonne, ses motorisations hybrides, on consomme très peu. Puis c'est super à conduire. Nos clients renouvellent beaucoup. Le Vitara électrique pour cette année, est-ce qu'il y a d'autres prévisions à venir ? C'est le plan 2030 qui a été décliné au niveau mondial. Le fait qu'en 2050, Suzuki dans le monde doit être zéro émission dans toutes ses fabrications. Ce plan, c'est 32 milliards d'investissements, dont la moitié pour l'électrification. Et donc l'électrification va continuer dans le monde entier pour l'ensemble de nos modèles. En Europe, ça veut dire 4 nouveaux modèles électriques, dont le Vitara qui vient de sortir, donc 3 nouveaux qui vont arriver d'ici 2030, et puis des motorisations hybrides aussi. En France, il faut qu'on fasse, c'est ce qu'on représente à peu près 10% des volumes européens, donc autour de 25 000 voitures d'ici 2030, il faut qu'on garde ce cap. Suzuki, on l'a vu, c'est 3,2 millions de voitures par an vendues dans le monde. En France, on est sur 20-25 000 unités. Comment est-ce que vous arrivez à ne pas vous faire écraser à cette période où on a beaucoup de concurrence qui arrive, de par l'Asie et la Chine en particulier ? Comment vous faites pour rester aussi populaire et existant dans la tête de vos clients ? C'est d'abord le produit qui fait tout, et d'avoir un produit qui est adapté aux usages de nos clients, c'est le plus important, de garder un prix raisonnable, on va dire le juste prix, de décliner l'ensemble des nouvelles technologies au prix le plus juste, ça c'est de faire de lance de la marque. On est aussi là depuis très longtemps, la marque a plus de 100 ans. En raisonnement client, on est là pour longtemps, on est fiable, c'est plutôt un achat sûr. Ce qui blesse aujourd'hui, la disparition de Jimny, Ignis ? Le Jimny, oui, et c'est un succès plus que populaire dans un 4x4, un vrai 4x4 à l'ancienne, on va dire. Il est toujours vendu dans le monde entier, sauf en Europe, pour des raisons de CO2.
Et c'est un peu dommage et ça nous frustre beaucoup puisqu'il est décliné désormais en 5 portes également et avec un succès énorme, que ce soit dans l'ensemble des pays où il est vendu. Merci beaucoup d'être passé par Flux Libre, Stéphane Magnien. Merci de votre accueil, à très bientôt. Flux libre avec Dekra. Et pour terminer cet épisode comme il se doit, on s'accorde une escapade. Direction la Corse, à Saint-Florent, où je vous propose de poser nos valises à l'hôtel-restaurant La Roya. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, l'escapade. Pour refermer cet épisode de Flux Libre, je vous emmène là où le temps décide enfin de ralentir. Imaginez, fermez les yeux, sauf si vous êtes au volant bien sûr. Vous venez de passer le désert des Agriates, l'air commence à sentir le maquis mais surtout la mer. Nous sommes à Saint-Florent, les pieds dans l'eau, où l'on trouve une véritable institution de la douceur de vivre corse. Monsieur Michel Yanko, bonjour. Bonjour. Quand on arrive chez vous, c'est vrai qu'on a l'impression quand même où l'on va pouvoir enfin poser ses valises, au sens propre et au sens figuré. L'histoire a commencé il y a combien de temps ici pour vous ? Ça fait exactement 50 ans, le 11 février 1976. C'était quoi avant ? Avant, c'était un petit hôtel qui avait 14 chambres. Il était tenu par 2 personnes âgées qui cherchaient à tout prix à le vendre. Et donc voilà, c'est le début de l'aventure. 50 ans plus tard, il s'est passé quoi ? On s'est rendu compte qu'on a le pouvoir de rendre les gens heureux, donc on continue à le faire. Vous n'avez pas gardé l'hôtel d'origine ? Non, j'ai tout refait en 80 et 82. Et l'hôtel est un peu plus grand, il est un peu plus moderne. À l'époque, c'était un 2 étoiles. Il y avait 5 toilettes pour 12 chambres. C'est spartiate, c'était l'époque. C'était il y a 50 ans. Il y a un mix entre une hacienda espagnole ou un riad marocain ? Exactement, c'est l'architecte qui est toujours vivant, d'ailleurs il a 80 ans, Dieu le bénisse, monsieur Massari Bernard. On avait imaginé ensemble avec un patio intérieur pour pouvoir bénéficier d'un peu plus de chambres. Et en fait c'est conçu pour que les gens viennent passer leurs vacances, c'est pas un hôtel de passage. En général, quand les gens viennent ici, ils se posent ici. Vous affichez fièrement vos 4 étoiles, vous faites partie d'un cercle qui est plutôt très prisé, des Small Luxury Hotel of the World. Alors pour ceux qui sont en train d'écouter, qui se disent « Tiens, j'irais bien à Saint-Florent, du côté de la Corse, faire une escapade ou une halte », qu'est-ce qui fait que votre hôtel La Roya est un hôtel différent, particulier ? Mais il est particulier déjà de par son emplacement, il est quand même assez unique encore. On est quand même les pieds dans l'eau, on a 115 mètres de façade maritime. Et surtout, il y a une vue exceptionnelle sur le village. Au soleil couchant, on a une carte postale. J'ai créé un lieu de vie où les gens s'y plaisent. On a vu grandir des clients, on a vu naître des clients, ça plaît beaucoup. Tant mieux. On va faire un jeu, Michel, si vous le voulez bien. Je vais proposer de confier les clés de ma chambre ou la clé de ma journée ici à La Roya à ceux qui écoutent l'escapade de Flux Libre pour 24 heures de déconnexion. Quel va être leur programme ici ? La journée à l'hôtel, puisqu'il y a la piscine, il y a les jardins, il y a la salle de sport. Et après, il y a les escapades en mer. On organise aussi des sorties en mer vers des plages magnifiques, des Agriates, parmi les plus belles plages de Corse. La journée défile. C'est toujours ceux qui écoutent qui sont avec nous pendant ces 24 heures. On arrive en fin d'après-midi, le soleil va commencer à décliner, à baisser. On va le voir en plus sur le golfe de Saint-Florent. Là, on va avoir une magnifique vue. On m'a dit d'ailleurs que le coucher de soleil de la terrasse était l'un des plus beaux spectacles que l'on ait jamais vu. Ah, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Je m'émerveille tout le temps, donc j'arrive à garder les yeux d'un enfant. Donc. Évidemment, on va aller dîner. Est-ce que vous acceptez mon invitation, Michel ? Bien sûr. La table de La Roya ? Comment pourrais-je refuser ? La table est très très bonne. Le chef César Combe nous comble. Ça fait 3 ans qu'il est là, maintenant c'est que du bonheur. Bonjour César. Bonjour. On se retrouve au restaurant. Vous êtes arrivé ici comment ? Après de longues escapades en Asie, en Polynésie, que je me suis retrouvé ici par mes origines de ma mère et mon grand-père qui viennent de Corté. On a pu déguster votre cuisine, merci. C'est plein de saveurs et évidemment avec la Corse qui est mise à l'honneur. Oui, c'est vrai, on essaie toujours de travailler avec les produits locaux et des amis pêcheurs et bien sûr les vignerons qui subliment nos plats. C'est de faire une cuisine aux saveurs de mes voyages, mais aussi l'authenticité de mes origines. On a commencé par un ceviche de dorade. C'est ça, ceviche de dorade, bouillon de tête de crevette et langoustine. Des saveurs du terroir, mais avec des petites connotations asiatiques et pays polynésiens. Quand on parle de la Corse, et si l'on parle de viande, on va aussi parler du cochon ? Bien sûr, du cochon, du veau. Nous, on a réussi à avoir des fabuleux filets mignons de porc fermier hier soir. On essaie de les sublimer.
Comment vous avez réussi? Donnez-moi votre astuce, votre secret pour que cette viande soit aussi moelleuse et tendre qu'elle était. Tout d'abord, on l'a fait légèrement mariner pendant plusieurs heures avec un peu de vin blanc, des échalotes et un peu de sauge qui vient de Santo Pietro, un village juste au-dessus de Saint-Florent. Et puis après, on l'a cuit vraiment à très basse température. Et par la suite, on fait juste légèrement saisir à la minute. Ça n'enlève pas du tout l'eau du cochon et ça permet d'avoir une légèreté sur la viande. Si l'on doit définir l'émotion qui vous habite quand vous cuisinez, ce serait laquelle? L'amour et le partage, et bien sûr les produits qui nous rendent si uniques. On ne peut pas se quitter sans parler des vins de patrimoine. Bien sûr, j'ai beaucoup d'amis vignerons. Je mets toujours en valeur les gens qui nous entourent et qui font de Patrimonio et de cette magnifique appellation le sens du partage. On a servi des vins comme le Clos Marfisi, la famille Arena et bien sûr Mariotti, Montemagne et j'en oublie certainement. J'encourage les gens à découvrir ce terroir parce que c'est fabuleux. L'équipe se compose de combien de personnes, Michel Yanko? Entre la cuisine, les chambres, on est à 32 personnes. Ouverture? Depuis 50 ans, le dernier jeudi de mars jusqu'au premier ou deuxième week-end de novembre, qu'on va peut-être prolonger un peu puisque les saisons se rallongent. Qu'est-ce que vous auriez envie de murmurer à une personne qui n'est jamais venue à La Roya, ou en Corse, ou à Saint-Florent? Venez, faites-moi confiance, laissez-vous faire, vous allez repartir émerveillés. Merci, le message est passé, Michel Yanko. Merci beaucoup de nous avoir accueillis à La Roya et qui fête ses 50 ans cette année. Cette année, c'est ça, exactement. Merci à vous, Laurence. Flux libre avec Decra. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 10e épisode de Flux libre. Un grand merci à tous ceux qui ont accepté de nous donner leur temps et leur passion, et surtout à vous qui nous écoutez. Vous retrouverez cet épisode sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à un ami, à un proche, à quelqu'un qui aime la route, les belles conversations et bien évidemment les voitures, ou également la Corse. On se retrouve très vite pour le 11e épisode de Flux libre. C'était Flux libre avec Decra, numéro 1 mondial du contrôle technique de véhicules depuis plus de 100 ans.